de prendre trop de retard. Je pense qu'on est, on est une trentaine et puis voilà, les autres prendront le train en route. Donc, ben, merci à tous de votre présence. Aujourd'hui, donc, c'est un webinaire qui s'inscrit sur la thématique des biodéchets. Et c'est un webinaire qu'on organise pour les adhérents de Biomasse Normandie, comme on fait depuis un an sur différentes thématiques que l'on traite au sein de l'association. Donc, sur ce webinaire, on va aborder la thématique des biodéchets et on va l'aborder au travers de deux programmes d'intérêt général qu'on anime, qui est l'Observatoire des déchets, de la ressource et de l'économie circulaire, et puis le plan Méta Normandie, qui est un programme d'animation pour le développement de la filière méthanisation Normandie. Donc, ces deux programmes d'intérêt, ils sont soutenus par l'ADEME et la région. Et pour le plan méthanisation, en plus, on a un soutien également des syndicats d'énergie. Donc, avant de présenter en tout cas dans l'entrée en matière, pourquoi est-ce qu'on a abordé cette thématique des biodéchets? Parce que c'est un sujet qui est bien d'actualité. Alors, on a essayé de l'aborder sous un angle un peu différent peut-être, en essayant de traiter voilà, sur le temps qui nous a parti, du coup, une petite heure, en essayant de l'aborder sur les différents aspects des modes de gestion jusqu'aux solutions de traitement. Et donc, il y a notamment une partie sur les enjeux en termes d'équipement, que ce soit valorisation et déconditionnement. Unité à développer en Normandie. Et donc, ça, c'est un travail qu'on a réalisé, notamment dans le cadre de l'Observatoire, pour analyser faire une étude un peu territoriale pour analyser les manques et les zones où il peut y avoir potentiellement des tensions ou des zones où il y a un développement à prévoir en termes d'équipement, de déconditionnement ou de traitement. Donc, pourquoi cette thématique sur les biodéchets? Parce que là, je pense que par rapport aux gens qui sont présents, on ne va rien vous apprendre, mais donc, la loi AGEC a fixé une obligation de tri à la source des biodéchets à l'horizon en début d'année 2024. Cette obligation de tri à la source, elle n'est pas nouvelle. Elle est déjà appliquée pour certains gros producteurs. Simplement, elle précise qu'à partir du 1er janvier 2023, cette obligation, elle va s'appliquer à tout producteur qui produit plus de 5 tonnes par an. Donc là, on est plutôt sur les producteurs de type assimilé. Et puis, on a cette obligation qui va s'étendre progressivement à l'ensemble des usagers et à l'ensemble des producteurs de biodéchets, puisqu'au 31 décembre 2023, il y a l'obligation pour l'ensemble des producteurs d'avoir une solution de tri à la source des biodéchets. Cette obligation de tri à la source des biodéchets, on va l'affiner, on va vous présenter déjà les gisements que ça représente et puis quelles sont les modalités de gestion, parce que quand on parle de tri à la source, ce n'est pas systématiquement associé à de la collecte séparée. Donc voilà pour l'introduction sur ce webinaire. Peut-être un petit rappel pour tout le monde, parce que j'ai oublié de préciser, mais je crois que pour tout le monde, c'est respecté. On coupe les micros. On prévoit quand même un temps d'échange. Mais d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on essaiera de les traiter sur la fin du webinaire. Bonjour à tous. Sur le volet gisement, donc du coup, la question c'est de quoi parle-t-on? Parce que sur le gisement, en fait, on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Et quand on parle d'un gisement, c'est vraiment important de savoir de quoi l'on parle. Le gisement, en fait, on peut le voir de différentes façons. Il y a le gisement théorique. Le gisement théorique, c'est le gisement qui est directement produit en fait par les producteurs de biodéchets. Dans ce cadre-là, en fait, on distingue à la fois les ménages, donc les particuliers, les foyers et les entreprises. Ces ménages sont collectés donc, par les services publics en même temps qu'une partie des déchets d'entreprise qui sont appelés les assimilés.
Et à côté de ces déchets qui sont gérés par le service public, il y a une partie qui est gérée de privé à privé, que l'on qualifie dans ce cadre. C'est bon, là tu reprends. Alors, normalement, je reprends la main. Excusez-nous. Donc, sur le gisement théorique, donc, du coup, on a cherché à identifier donc, la part, les quantités de biodéchets qui sont produits par les ménages et les entreprises, les petites entreprises, et ce qui est produit par les gros producteurs. Donc, en Normandie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plus d'1 million de tonnes de biodéchets qui sont théoriquement produits sur la région. Tous ces déchets, donc tout ce gisement théorique, c'est vrai que je me déconnecte à chaque fois. Tout ce gisement en fait théorique, il n'est pas mobilisable et collectable. Pourquoi? Parce que il y a dans les biodéchets qui sont collectés par le service public, il y a une part de la population qui ne va pas participer au geste, il y a une part de la population aussi qui va pas bien trier ces biodéchets. Donc du coup, on a entre guillemets de la perte en ligne. Et en plus, on ne peut pas envisager de collecter ces biodéchets au sein de tous les territoires. Ce qui fait qu'on a réévalué en fait le gisement mobilisable et collectable par le service public. Et il est évalué à peu près à 118 000 tonnes par an. Au niveau des gros producteurs, même chose, en fait, on a aussi ce qu'on appelle les taux de valorisation et les taux de mobilisation à appliquer sur ce gisement théorique, sachant qu'il y a une part des biodéchets qui sont produits par les grosses entreprises qui sont réutilisés ou qui sont destinés aussi en coproduits qui sortent en fait du circuit, ce qui fait que sur les 800 000 tonnes théoriques produits par les grosses entreprises, on a 170 000 tonnes en fait qui seraient potentiellement mobilisables et collectables. Donc, ce qui fait que notre gisement théorique d'1 100 000 tonnes, il passe à 290 000 tonnes collectables. Et à ce gisement donc collectable, on a aussi distingué le gisement mobilisable et à déconditionner. Sachant que une partie de ces déchets ne sont pas forcément conditionnés et ne nécessitent pas forcément de passer par un déconditionneur. Sur le volet service public, on est parti du principe que l'ensemble des biodéchets collectés allaient devoir passer par un déconditionneur lié à la présence de sacs. Et au contraire, sur les déchets qui sont produits par les gros producteurs, on a identifié une part de déchets conditionnés par catégorie d'entreprise, ce qui fait que ça nous a ramené ce gisement mobilisable et collectable à 43 000 tonnes à déconditionner. Ce qui fait qu'en Normandie, on a 160 000 tonnes de biodéchets qui sont potentiellement mobilisables et à déconditionner. Donc voilà, ces notions de gisement, en fait, pour bien parler des bonnes choses. Du coup, je vais passer la main à Yves qui va vous présenter en fait comment les déchets peuvent être mobilisés justement et mobilisés par les collectivités. Bonjour à tous. Alors du coup, oui, je vais me pencher un peu sur la partie service public de gestion des déchets. Donc, pour répondre à l'obligation de tri à la source au 31 décembre 2023, les collectivités auront principalement deux solutions. Soit d'une part la mise en place d'actions de gestion de proximité. Donc ça va être par le déploiement la distribution de composteurs auprès de la population. Alors ça peut être la mise en place de composteurs individuels qu'on va retrouver à domicile. Ça peut être aussi la mise en place de composteurs collectifs. Ça peut être en établissement scolaire, en établissement sanitaire. Ça peut être de plus gros composteurs qui peuvent prendre la forme de pavillons de compostage, comme on peut le voir sur l'image. Et ça peut être aussi des composteurs de quartier qu'on peut déjà retrouver un peu dans certaines agglomérations en Normandie. Donc il y a cette partie-là qui constitue la gestion de proximité et une autre partie qu'on va plutôt retrouver dans des zones un peu plus denses qui va être la collecte séparée. Donc là, si la partie valorisation dans la gestion de proximité se fait sur place au niveau du composteur, là au contraire, dans la collecte séparée, on collecte d'abord les déchets, que ce soit en porte-à-porte ou en apport volontaire, et ensuite ils sont transportés sur un site de valorisation dédié, que ce soit une plateforme de compostage ou une unité de méthanisation.
En fait, du coup, pour les collectivités locales compétentes en matière de collecte, il est question en fait d'adapter leurs services aux caractéristiques de leur territoire. On va pas retrouver de collecte séparée forcément, enfin, sur des milieux ruraux, ça n'aurait pas vraiment de sens. Ça représenterait des coûts de collecte très élevés pour des tonnages collectés très, très faibles. Si on se penche un peu plus sur la collecte séparée, on a deux modalités principales de collecte. Le porte-à-porte. Donc là, chaque usager se retrouve avec un bac, avec des sacs et un bioseau. Bioseau qui permet de stocker temporairement de petits apports. La fréquence minimum de collecte qui est conseillée, c'est 1 fois par semaine. La collecte peut être réalisée par une équipe de la régie ou en prestation. Enfin, le collecteur doit respecter certaines réglementations sanitaires, dont notamment le fait que son camion, la benne, doit répondre à certaines caractéristiques pour éviter des fuites de liquide notamment. Ça, c'est la partie porte-à-porte. Et sinon, la collectivité peut envisager un service en apport volontaire. Donc là, pareil, on distribue à l'usager un sac et un bioseau. Il ramène son sac ou son bioseau sur le site d'apport volontaire. Et donc là, l'apport volontaire, ça peut prendre un peu plusieurs formes. Ça peut être soit un bac sous carénage, un bac traditionnel. Ça peut aussi prendre des formes un peu plus complexes, comme des sortes de tubes qui sont relevés à chaque fois et remplacés sur le principe du 1 pour 1. Je viens collecter un tube, je le positionne sur mon camion et je remets à la place un tube qui a été lavé. Et donc, du coup, on va retrouver plutôt du porte-à-porte pour les assimilés, la collecte des assimilés, et dans des zones urbaines relativement denses, alors que de l'apport volontaire, on va plutôt le privilégier dans des zones rurales, aux densités de population plus faibles. Et donc, c'est à la collectivité, en fait, d'adapter son niveau de service aux caractéristiques de son territoire. Et donc, sur la base des hypothèses qui ont été posées, comme le taux de participation ou le taux de tri, on a procédé à une estimation du gisement qui a permis de faire ressortir quelques tendances sur la nature des producteurs en fonction de la typologie du territoire. Et donc, on retrouve une part des assimilés qui est plus importante en milieu urbain et surtout en milieu touristique, alors qu'en milieu rural, on a une part des assimilés qui est bien moindre. Et enfin, en milieu mixte, on est à peu près à 11% du flux qui est constitué par les assimilés. De cette estimation du gisement mobilisable, ensuite, on a posé d'autres hypothèses. On est parti du principe qu'en milieu rural, la gestion se ferait principalement in situ, c'est-à-dire déploiement de composteurs auprès des particuliers ou de composteurs collectifs qui pourraient réunir qui pourraient répondre aux besoins de plusieurs maisons dans un lotissement, par exemple. En centre-bourg et zone agglomérée, on est parti du principe qu'il y aurait à peu près, en moyenne, 2 tiers de la population qui est dans le bourg et le tiers restant qui est aux alentours du bourg, mais dans des zones un peu moins denses. Donc, on est parti du principe que sur ces centres-bourgs, ces zones agglomérées, on déploierait une collecte séparée. Et enfin, en urbain, on est parti aussi du principe qu'on mettrait une collecte séparée pour 100% de la population. Et donc là, vous avez une carte qui vous montre pour chacune des collectivités compétentes en 2019 la part que peut représenter les assimilés dans les estimations auxquelles on a procédé. Donc on arrive à 118 000 tonnes par an mobilisables et collectables, avec une part des déchets assimilés en milieu touristique qui s'élève à 26%. Et enfin, on remarque aussi que les grands pôles urbains normands, donc Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg, constituent près de la moitié du flux qu'on peut retrouver sur ces grandes communes.
on voulait vous faire un petit point réglementaire, en fait, pour vous dire un petit peu l'état des connaissances, qui sont aujourd'hui un peu floues, il faut bien vous l'avouer. On a cherché à identifier en fait qu'est-ce qui pèserait sur les collectivités locales et quels objectifs elles devront du coup atteindre, outre l'obligation de mettre en place le tri à la source au 1er janvier 2024. Pour ça, en fait, on a trouvé qu'il y a 2 décrets en fait, qui sont sortis cette année. Un que vous avez certainement vu passer qui concerne plus les collectivités qui ont mis en œuvre une installation de tri mécanique et biologique sur leur territoire. Et du coup, donc c'est le décret 2021-855, du 30 juin 2021, qui du coup souligne en fait 2 obligations, donc une obligation de moyens et une obligation d'un résultat. L'obligation de moyens, ça vise à ce qu'il y ait 95% de la population qui soit desservie en fait par le tri à la source des biodéchets. Je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des obligations, notamment sur l'apport volontaire en termes de desserte. Il y a aussi des obligations en termes de compostage individuel et partagé. Donc voilà, des obligations de moyens sur ce décret et des obligations aussi de résultats. Où il faut que dans ce cadre, en fait, il faut que la collectivité du coup réponde à au moins un des 3 objectifs qui sont du coup fixés. À la fois sur des quantités maximales d'ordures ménagères résiduelles, des quantités maximales de biodéchets dans les OMR, ou une réduction en fait, de biodéchets dans les OMR par rapport à un état zéro. Donc ce décret, voilà, il est sorti au 30 juin 2021. Se pose la question en fait s'il va être appliqué à l'ensemble des collectivités locales. Aujourd'hui, voilà, il ne concerne que celles qui sont équipées d'un TMB. Pour l'instant, les discussions sont encore en cours. C'est pour ça qu'on vous a mis le cadre réglementaire en concertation. Et ce qui fait on s'est intéressé justement au premier objectif pour voir justement dès aujourd'hui en fait quels sont les efforts en fait à consentir par les collectivités locales pour justement atteindre ce premier objectif. Donc l'objectif qui concerne la quantité maximale de OMR selon la taille de la collectivité. Et on s'est aperçu en fait que ces efforts à consentir étaient du coup très différents selon le territoire. Pour ça, en fait, on vous a dressé une petite carte qui montre, avec des panels du coup qui vont du vert au rouge, qui montre en fait l'effort croissant à faire pour justement atteindre cet objectif. Ce qui est notable, c'est que les collectivités qui sont donc du coup d'une couleur verte, celles qui ont du coup d'ores et déjà atteint l'objectif de ce décret, sont dans la très grande majorité des collectivités en fait qui ont déjà mis en place une tarification incitative, donc qui ont déjà en fait fortement diminué leur production d'ordures ménagères résiduelles. Donc ça, c'est les collectivités qui sont en vert. Donc, soit en tarification incitative, soit des collectivités qui sont aussi en collecte en sac transparent aussi. Ce qui est notable aussi, c'est qu'il y a une vingtaine de collectivités qui sont sur une couleur un peu pastel, qui auront un effort à faire pour réduire leur production. Donc, c'est des objectifs qui sont atteignables. Par contre, pour d'autres, la marge est un petit peu haute. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait près de 6 collectivités sur 10 qui doivent également détourner des recyclables en fait, de leurs OMR. Le seul détournement des biodéchets ne suffira pas à atteindre l'objectif. Et que pour des collectivités qui sont plutôt touristiques, vraisemblablement, le premier objectif ne sera pas atteint. Et donc, dans ce cadre-là, il faudrait essayer d'atteindre l'un des 2 autres objectifs. Donc ça, c'est un décret qui est sorti au courant juin. Il y a un autre décret qui est sorti très récemment, il y a moins d'un mois, qui concerne en fait les conditions d'élimination des déchets non dangereux. Là, on vous a remis en fait une petite figure en fait qui nous a été transmise par l'ORDIF, donc qui est l'Observatoire Île-de-France. Ils nous l'ont transmis en fait dans le cadre du réseau RAR, le réseau des observatoires. Donc une figure qui présente les objectifs à atteindre, ou en tout cas les limitations à ne pas dépasser, en termes de quantité ou de proportion de déchets
envoyées en stockage lorsque ces déchets sont envoyés en mélange. Donc il y a des objectifs qui visent les déchets non dangereux, donc ils vont plutôt être plus sur le volet déchets d'entreprise. Et il y a des restrictions spécifiques sur les ordures ménagères résiduelles qui concernent notamment les biodéchets et les REP, donc à l'horizon 2025 et 2030, où la proportion ne devra pas dépasser 65% en fait de biodéchets et de déchets pouvant être détournés par les REP. Donc du coup envoyé à l'enfouissement là. Et 60%, ça se réduira à 60% à l'horizon 2030. Bon, dans les faits, ce qu'on a quand même noté, c'est que par rapport au Modécom en fait, de 2017, enfin, qui est national, c'est que ces objectifs en fait, sont posés, mais visiblement ne sont pas trop ambitieux au regard de ce qui ressort du Modécom. Donc voilà, sur le cadre réglementaire, en fait, il y a ces deux décrets qui sont sortis aujourd'hui. Ce qui nous a été remonté par l'ADEME nationale qui est en discussion avec le ministère, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'objectif vraiment clairement posé. Il y a ces deux décrets, mais on ne sait pas encore aujourd'hui ce qui pèsera réellement sur les collectivités dès lors que l'obligation sera effective. Donc voilà, il faut le surveiller réglementaire. Ensuite, on avait le volet valorisation. Ouais, du coup, je vais prendre la suite sur. Donc, on a vu la partie gisement, comment les collectivités peuvent mettre en place ce trait à la source au travers de solutions soit de proximité ou soit de collecte. Donc là, on va passer au volet valorisation avec une optique où la collectivité ou les collectivités ont collecté une partie de ces biodéchets. Qu'est-ce qu'on en fait? En Normandie, aujourd'hui, on a quelques installations, que ce soit de méthanisation ou de compostage, qui ont la capacité de pouvoir accueillir ces biodéchets. Comment est-ce qu'on évalue la capacité d'une installation à accueillir des biodéchets? Il faut tout d'abord qu'elle soit agréée. Donc, c'est un agrément sanitaire qui est adapté aux sous-produits animaux de catégorie 3 et dans lesquels rentrent les biodéchets. Cet agrément sanitaire, il borde en fait une démarche, il met en œuvre une démarche qualité sur la plateforme ou sur l'unité de méthanisation de manière à limiter la diffusion des pathogènes dans l'environnement. En Normandie, on a 12 sites qui, en tout cas à notre connaissance, en fonctionnement et qui ont un projet validé. Donc ça, c'est en dehors des installations qui ont un projet d'agrément en cours de validation. On a 12 sites qui sont, et parmi ces 12 sites, on a 4 sites de compostage et 8 sites de méthanisation. Ces 12 sites représentent une capacité de traitement de biodéchets qu'on évalue à 90 000 tonnes par an, ce qui est à peu près un petit peu moins d'un tiers du gisement qu'on pourrait mobiliser. Sur la répartition entre capacité de traitement entre sites de compostage et de méthanisation, globalement, on a une répartition 1 tiers, 2 tiers. Ensuite, si on regarde plus spécifiquement sur la partie, parmi ces unités, quelles sont celles qui sont équipées d'un déconditionneur? Donc, équipement qui est, on l'a vu, important à mettre en place pour une partie du gisement qu'on va aller mobiliser. Et donc, on a 4 sites, dont un site de compostage et 3 sites de méthanisation qui sont équipés d'un déconditionneur. Ces déconditionneurs, ils ont une capacité globale de traitement de l'ordre de 40 000 tonnes, ce qui représente à peu près 25% du gisement qu'on a estimé à déconditionner. Peut-être juste, quand on regarde la localisation de ces sites de traitement, hein, on voit clairement qu'il y a certaines zones où il n'y a pas trop de capacité ou typiquement sur une partie de l'Eure, sur une partie de l'Orne et sur la Manche. Donc, c'est tout l'enjeu aussi de la note territoriale qui a été faite dans le cadre de l'Observatoire pour pouvoir superposer à la fois les gisements qu'on peut aller mobiliser et les installations de traitement pour identifier les zones blanches et les zones en tension. Si on poursuit sur ces installations de traitement, on s'est posé des questions. La première qui est en lien avec la filière méthanisation, parce qu'on voit que le biodéchet, c'est un gisement qui revient très régulièrement maintenant avec cette obligation.
sur le devant de la scène en tant que gisement intéressant pour les installations de méthanisation. Et on s'est posé la question, parmi ce gisement mobilisable, quel est finalement le potentiel de production de gaz vert et de comparer ce potentiel de production issu des biodéchets, de comparer au biométhane, à l'objectif 2030 qui a été fixé par la région de Normandie en matière de production de gaz vert. Donc, un petit rappel, le Stradet a fixé une feuille de route 2030 et concernant le biométhane, l'objectif, c'est qu'en 2030, on ait 10% de la consommation de gaz qui soit réalisée à partir de gaz vert, ce qui correspond globalement à 1700 gigawattheures par an. Parmi cet objectif 2030, on a regardé justement la contribution que pourraient avoir les biodéchets. Donc, sur ce graphique, on a représenté en abscisse, on a simulé différentes parts de biodéchets qui pourraient être méthanisés sur le gisement mobilisable globalement. Donc, on passe d'une part de 25% méthanisé à 100% méthanisé et on a regardé la production de biométhane que ça générait et on l'a comparé à l'objectif 2030. Et globalement, si l'ensemble des biodéchets sont méthanisés, ça représenterait 17% de l'objectif 2030. Donc, ça reste, on voit que c'est un gisement qui va contribuer en partie, mais sur l'atteinte de cet objectif. C'est une opportunité pour certains sites de méthanisation, mais ça montre aussi qu'on reste sur une méthanisation, si on va atteindre ces objectifs 2030, qui se fera notamment au travers des gisements, et encore une fois, agricoles. Mais en tout cas, ça peut constituer localement une opportunité intéressante, notamment sur les zones où on va pouvoir développer la collecte. Donc ça, c'était un premier point de réflexion. Et le deuxième, on se l'est posé par rapport au compostage, à savoir, est-ce que si on développe cette filière compostage de biodéchets, est-ce qu'il y a un risque de concurrence par rapport aux structurants, parce que ce compostage de biodéchets, il va forcément nécessiter l'apport de structurants de matière un peu sèche pour qu'on respecte les critères en tout cas les conditions de compostage. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un réel risque de concurrence pour le structurant entre des déchets alimentaires, par exemple, et les bouts de stations d'épuration? Donc ça, on l'a posé, cette question-là, parce que là encore, on a un décret compostage qui est sorti le 14 septembre et qui précise le ratio de structurants qu'on doit mettre pour le co-compostage de boues avec des déchets verts. Parce que ce décret, donc, il fixe des seuils dégressifs de part de structurants pour composter les boues. Et l'objectif, c'est qu'en 2026, on ait une étude qui soit portée par l'ADEME et qui permette de mettre en évidence s'il y a une concurrence ou pas sur le structurant pour le compostage des boues et des déchets alimentaires. Et donc là, on a regardé justement en Normandie de la même manière, de simuler différentes parts de biodéchets envoyés en compostage par rapport au flux global qu'on pourrait mobiliser. Donc on a fait varier de 25 à 100% de biodéchets qui seraient compostés, la part de structurants qui seraient consommés, et ce que ça représente en matière, et ce structurant mobilisé pour le compostage des déchets alimentaires, ça représente une consommation de combien du structurant qui serait produit en Normandie. Donc, c'est les petits points marrons. Et globalement, si on s'en tient au seuil actuel, on est à peu près un tiers de compostage, 2 tiers de méthanisation. On serait aux alentours de 15 à 30% du structurant qu'on consommerait pour le compostage des biodéchets par rapport aux structurants disponibles en Normandie. Donc, ça reste une concurrence qui est malgré tout, qui reste assez modérée. Et donc, voilà, cette concurrence, autant sur d'autres régions, elle peut être assez forte sur des régions qui sont peut-être
un peu plus urbaine, autant en Normandie, on a quand même un flux de déchets verts qui fluctue en fonction des saisons, mais qui est quand même un flux, pour le coup, sur lesquels on se distingue aussi par rapport aux autres régions, où on a généralement des ratios qui sont plutôt élevés. Donc, en tout cas, cette vision de concurrence, elle nous semble assez modérée, mais évidemment, elle sera à préciser en fonction de ce qui se passera réellement sur le territoire. Ensuite, sur le volet déconditionnement, pour rappel, en fait, il y a des schémas de gestion qui peuvent être différents en fait, pour pouvoir préparer la matière et alimenter des installations qui seraient susceptibles de la valoriser. Le premier schéma qui peut se dessiner, en fait, c'est que l'on ait des déconditionneurs qui sont installés sur les installations existantes, donc les installations de compostage ou des installations de méthanisation agréées. Et du coup, chaque installation se dote d'un déconditionneur pour récupérer la matière, récupérer la soupe et la valoriser. Ce qui peut être aussi envisagé comme solution, c'est qu'il y ait des unités de déconditionnement mutualisées, où en gros on a un déconditionneur d'une capacité importante qui puisse du coup centraliser les apports de biodéchets conditionnés. On déconditionne donc la matière, on la prépare, on l'épure et on l'envoie vers différentes installations clientes, donc soit des plateformes de compostage, soit des installations de méthanisation. Donc c'est deux schémas qui sont différents, qui sont complémentaires. Pour exemple, en fait, on a dans le premier schéma, sur l'unité de compostage qui est dotée d'un déconditionneur, on a l'installation de Billy de Val-Nord, dans le Calvados. Une installation de méthanisation équipée d'un déconditionneur, on a l'installation de méthanisation du Montereau dans la Seine-Maritime. Donc ça, c'est des schémas qu'on voit classiquement en Normandie. Et on n'a pas encore aujourd'hui une installation donc, mutualisée, comme ça peut l'être sur Paris, l'installation de Moulineau, qui, lui, du coup, dessert un certain nombre d'installations de valorisation clientes. On vous a mis aussi un bref rappel de la réglementation, parce que ce n'est pas toujours les volets qui sont les plus faciles à digérer. Mais pour information quand même, il y a une réglementation qui est sortie sur l'ICPE 2783, donc qui est spécifique au déconditionnement de biodéchets. C'est donc du coup une nouvelle rubrique qui est sortie en mi-juillet, qui vise en fait du coup, à encadrer donc, les installations de déconditionnement. Donc ça sera régi sous deux régimes, déclaration, enregistrement en fonction des quantités. Ce qu'il faut retenir, c'est que il va y avoir une qualité en fait de la pulpe qui va être du coup surveillée par rapport à des taux d'impureté et des taux d'inerte. Il y aura aussi, pour réduire les nuisances, en fait, ce qui sera imposé, ce sera que les déconditionneurs soient sous bâtiment fermé pour éviter les mauvaises odeurs. Et qu'il y a aussi un cahier des charges en fait, sur les biodéchets autorisés et qui interdit notamment en fait, le fait qu'on y envoie des biodéchets conditionnés dans des contenants en verre ou des biodéchets qui soient non emballés. Donc voilà, pour information, il y a cette rubrique qui est sortie et qui s'imposera donc à toutes les unités de déconditionnement. On vous a localisé sur une carte les installations donc, de déconditionnement en fonctionnement en Normandie et aussi sur les régions limitrophes. Parce que, comme vous le disiez Marie tout à l'heure, en fait, on n'a que 4 installations de déconditionnement en Normandie qui sont situées essentiellement en Haute-Normandie dans le Calvados. Et on voulait voir en fait si jamais il y avait des unités de déconditionnement qui seraient éventuellement sur des régions limitrophes assez proches de la Normandie et qui pourraient potentiellement desservir donc, nos territoires. La carte montre que, finalement que les autres installations de déconditionnement en fonctionnement sont assez éloignées de la Normandie, donc ce qui fait que on peut aujourd'hui se reposer que sur les 4 installations normandes. Ça montre du coup qu'on a aujourd'hui peu de couverture, une capacité de 40 000 tonnes par an qui est donc limitante. Hein, ça ne représente que 25% du tonnage estimé de gisement à déconditionner.
et voilà, qu'il n'y a pas de synergie avec, avec les régions limitrophes possibles. Malgré tout, il y a 8 projets potentiels en Normandie qui couvrent une capacité prévisionnelle donc, de 75 000 tonnes. Donc, si ces 8 projets donc, voyaient le jour, on pourrait couvrir 80% du gisement qui a été évalué, ce qui est assez notable. Ces projets sont soit des projets publics, donc portés par 2 syndicats de traitement, soit 6 projets privés. Ce qui est intéressant aussi sur ce volet-là, c'est que les projets publics, donc portés par les syndicats, sont structurants dans le sens où ils vont permettre de valoriser les outils existants. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, des études aussi. Ce que l'on a pu mettre en avant aussi dans le cadre d'une note d'opportunité, c'est on a croisé en fait les gisements potentiellement mobilisables et à déconditionner avec justement les zones de chalandisme des installations en projet et en fonctionnement. Et on s'est du coup aperçu qu'il y avait des zones de tension, notamment la région caennaise et avraise, où vraisemblablement les capacités de traitement, enfin de déconditionnement seraient du coup certainement importantes au regard des gisements présents. Et au contraire, on a des zones blanches ou sous-dotées, notamment la région rouennaise, l'Orne et le Sud-Cotentin, où il y aurait certainement une nécessité, pour le coup, de faire émerger certains projets. Voilà, donc on n'a pas une équité en fait sur tous les territoires. Et enfin, quelques préconisations. Ce qui ressort en tout cas sur ce qu'on souhaitait mettre en avant un peu en synthèse de ce webinaire, c'est que d'une part, ce trait à la source des biodéchets, c'est vrai qu'on le traite, il est pris en main par différents acteurs, que ce soit les collectivités, la filière plutôt biogaz, les exploitants. Mais dans tous les cas, ce tri à la source des biodéchets, il doit être raisonné. En tout cas, ça, c'est évidemment la logique des collectivités. Mais on voit bien que c'est un service qui doit se raisonner vraiment en fonction de la typologie des territoires. On l'a vu qu'il y a différentes modalités de gestion de ce flux de biodéchets. Et on ne va pas mettre en place le même service si on est sur un territoire rural ou si on est sur un territoire urbain. On n'a pas les mêmes contraintes de densité, on ne va pas aller collecter le même tonnage. Il y a des pratiques qui sont déjà en place, notamment sur les territoires ruraux. On va avoir plutôt recours à l'alimentation animale ou on va faire d'ores et déjà du compostage. Donc ça, c'était un premier point. Ce trait à la source, tu dois vraiment se réfléchir en fonction de la typologie des territoires, en fonction du profil des usagers. On a vu avec la carte qui permet de mettre en avant la partie ménage et puis assimilé qu'on a des écarts assez significatifs quand même selon la typologie des territoires. Et les usagers ne vont pas avoir les mêmes conditions de gestion. Un assimilé va avoir une production plus régulière et va souhaiter, s'il met en place, va plutôt être favorable à une collecte en porte-à-porte plutôt qu'une gestion de proximité. Quand on va mettre en place de la collecte, il va potentiellement avoir des exigences un peu plus fortes en matière de fréquence de collecte. Il faut aussi que ce service de trait à la source des biodéchets, on l'a vu, qu'il soit vraiment raisonné globalement au niveau du service avec les autres axes qui vont permettre, parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même de diminuer déjà la quantité de déchets qu'on met au service public, et c'est aussi de limiter la part des déchets résiduels qui vont être envoyés en enfouissement ou en incinération, parce que ces capacités, notamment d'enfouissement en Normandie, elles vont diminuer. Et qu'on va arriver, là pour le coup, c'est déjà acté, on va arriver à une tension sur ces équipements de traitement des déchets résiduels.
Et donc, il faut mettre en place, en face, l'ensemble des solutions qui vont permettre de limiter cette production de déchets résiduels. Donc, le tri à la source en fait partie, mais il faut le raisonner globalement aussi avec la réflexion autour de la tarification incitative. On l'a vu sur la carte aussi qui présente les ratios de collecte des OMR par collectivité. Celles qui ont déjà mis en place une TI, on voit qu'elles ont déjà atteint quasiment l'objectif de résultat qui serait fixé par ce décret gestion des biodéchets pour les collectivités qui ont un TMB. Il faut aussi le raisonner globalement avec la mise en place de l'extension des consignes de tri, même si elle est globalement en place sur quasiment une bonne partie des territoires. Là, je parle sous contrôle d'Alexandre, mais et puis, il faut aussi prendre en compte dans ce raisonnement de tri à la source des biodéchets, des dynamiques locales qui sont en place, parce que ça, c'est vraiment important sur des territoires urbains. On a précisé que nous, dans nos estimations, on partait sur du 100% collecte porte-à-porte. Évidemment que ce ne sera pas le cas sur toutes les zones urbaines. Après, on a pris des hypothèses et qu'on voit bien, par exemple, à Caen, il y a déjà des dynamiques de gestion de proximité. Ces dynamiques de gestion de proximité, elles sont importantes pour le lien, pour aussi véhiculer des messages, faire rentrer dans les mœurs l'habitude du tri des biodéchets. Donc, il faut aussi se les approprier quand on réfléchit aux solutions de tri à la source des biodéchets, de ne pas les écarter. Et puis, je pense qu'il y a un dernier point qui est peut-être qu'on ne prend pas suffisamment en compte, mais par retour d'expérience, en tout cas pour les collectivités qu'on a pu accompagner, il faut aussi prendre en compte que ce service, et ça vaut aussi pour l'ATI, ça vaut aussi pour le tri à la source, que les changements de pratique et les changements d'habitude, eh ben, il faut les faire évoluer, il faut les accompagner. Et ça, ce volet-là, il est vraiment indispensable pour que ce geste de tri se mette en place et qu'on aille aussi assez vite finalement, parce que l'échéance, elle arrive relativement vite. Et puis, évidemment, quand on réfléchit sur le tri à la source, il faut aussi prendre en compte les exutoires en place pour adapter les consignes de tri et avoir connaissance donc, des exutoires en place et des projets. Et puis, pour faire le lien du coup sur le dernier point de ce webinaire, c'est, et je pense que vous en avez connaissance, mais bon, un petit rappel ne fait jamais de mal. On l'a vu qu'il y avait un manque de capacité de déconditionnement et aussi la nécessité d'aller dynamiser les initiatives sur les réflexions autour du tri à la source des biodéchets et de la tarification incitative. Et donc, pour ça, il y a deux appels à projets qui sont menés conjointement par l'ADEME et la région, à la fois sur le déconditionnement, donc avec des sessions qu'on vous a rappelées sur la slide, pour déposer des études et puis après pouvoir bénéficier d'une aide à l'investissement et un appel à projet aussi à ADEME Région là, pour inciter les collectivités à s'engager dans des études de trait à la source et de tarification incitative. Donc, voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous faire passer comme message. Alors, je pense que c'était assez dense en termes d'informations, que ce soit un peu technique et puis réglementaire aussi. On n'a pas de questions dans le chat. Par contre, on a du temps pour prendre des échanges du coup directement, oralement. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réflexions par rapport au mode de gestion, par rapport aux résultats un peu des analyses qu'on a pu faire pour le maillage, enfin l'analyse par rapport aux équipements de déconditionnement. Voilà, c'est le moment, si vous avez des questions, de prendre la parole. C'est que c'était plutôt clair, du coup. Soit clair ou soit trop d'informations que vous n'avez pas forcément digérées. S'il n'y a pas de questions, j'ai envie.
Eh ben, écoutez, Peut-être une question, non? Héloïse qui met de la main. allez-y, hein. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. J'avais une question par rapport aux objectifs qui ont été présentés sur la réduction de la part de biodéchets et des ordures ménagères dans le diaporama. Je voulais juste avoir peut-être une précision pour être sûre de bien comprendre. Aujourd'hui, les critères appliqués, c'est uniquement dans le cadre de tri mécano-biologique dans le décret de juin. Mais par contre, on a des discussions en cours sur Oui, sur des objectifs qui seraient applicables. c'est exactement ça en fait. Quand le projet de décret est sorti, alors ça devait être au mois de mars, février-mars en début d'année, tout portait à croire en fait à ce que ce soit un premier décret qui s'applique seulement aux collectivités qui ont mis en place un TMB et qui puisse être derrière être appliqué aussi à l'ensemble des collectivités locales. Et au final, l'ADEME nationale nous a indiqué qu'ils étaient en discussion avec le ministère pour justement savoir ce qui allait réellement s'appliquer. Et visiblement, la tendance n'est pas forcément à la généralisation de ce décret pour tout le monde. D'accord. Mais c'est encore en concertation. Voilà, on ne sait pas trop. Mais vraisemblablement, ça ne sera pas appliqué à tout le monde, ce décret. Ce sera vraiment appliqué qu'à celles qui ont mis en place un TMB sur leur territoire. Après, on a quand même voulu faire l'exercice donc pour voir les efforts à consentir donc avec le premier critère pour jauger entre guillemets la faisabilité de répondre à cet objectif. Et ça a permis justement de montrer bah, voilà, que certaines collectivités ont déjà atteint cet objectif en mettant en place bah, l'ATI, qui est plutôt une très bonne chose. Et qu'au contraire, bah, d'autres bah, auront beaucoup de difficultés à l'atteindre, cet objectif, dans le cas où ce serait généralisé. Mais voilà, encore une fois, c'est pas la tendance. La tendance, finalement, ce serait le second décret qui vise à bien contrôler ce qui rentre dans les installations de stockage et que voilà, que si jamais les ordures ménagères qui étaient caractérisées en enfouissement dépassent les seuils, donc les 65% de biodéchets de REP pour 2025, potentiellement les installations devraient refuser l'arrivage de déchets. C'est une interdiction. Mais voilà, quand on regarde le MODECOM national, et même les MODECOM locaux de certaines collectivités, le 65%, il est finalement pas extrêmement ambitieux. C'est une question. Avez-vous des chiffres sur les coûts de la valorisation des biodéchets, que ce soit en méthanisation ou en compostage, et également sur le déconditionnement? Alors ça, c'est question de quoi? La question portée sur est-ce qu'on a des éléments de coût de traitement globalement méthanisation, compostage avec ou sans déconditionnement. Donc oui. Après, ces coûts, ils varient, on va dire évidemment selon la filière de valorisation et avec ou pas le coût de déconditionnement. Mais globalement, on est on peut être entre des coûts sans déconditionnement aux alentours enfin, du coup, de rien à un coût avec déconditionnement et traitement à plus de 90 € la tonne. En fait, il faut bien voir que, enfin voilà, du coup, ça dépend aussi de la filière de valorisation. Et si on a du déconditionnement, ben, ça rajoute un surcoût. Globalement, quand on est en compostage, on a généralement des coûts qui s'appliquent alors qu'en méthanisation, là je parle hors déconditionnement, on a des coûts qui sont un peu moindres parce que les équilibres économiques sur ces deux filières ne sont pas générés de la même manière.
Donc, en tout cas, voilà, sur la méthanisation, on mise plus sur des recettes liées à la vente de l'énergie, alors que sur le compostage, on mise plus sur des recettes liées aux redevances de traitement de déchets. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes règles. Mais après, ces coûts-là, ils vont forcément évoluer avec, on l'a vu qu'il n'y a pas une grosse concurrence aujourd'hui. Donc, a priori, ces coûts-là, ils devraient aussi évoluer. Une autre question, est-ce qu'il existe d'autres méthodes de déconditionnement que mécanique? Alors, c'est-à-dire après, manuel, non, hein, puisque c'est quand même. Après, il y a différents outils de déconditionnement. On n'est pas rentré dans le détail là, mais il y a une bonne étude ADEME qui est sortie sur le sujet. Donc, ça, c'est. Voilà. Après, Non, c'est essentiellement mécanique. bah ouais. Et puis les outils de déconditionnement, ça permettent à la fois d'ouvrir les emballages. Par exemple, une barquette de jambon, bah, ça va permettre d'extraire le jambon qui est à l'intérieur, mais ça va aussi permettre d'affiner la matière et de limiter les impuretés qui vont du coup ressortir dans la soupe. Et donc de limiter les impuretés qui vont se retrouver en méthanisation ou en compostage. Donc non, c'est essentiellement mécanique et c'est des process qui sont, voilà, qui sont bien calibrés, quoi. Pas plus ou moins bien en fonction des technologies. Oui, puis qui sont adaptés en fonction de ce qui rentre aussi comme déchet à déconditionner. Question. Je pense que non. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions supplémentaires Ou des remarques? ou des remarques? Ouais, on est aussi là pour échanger. Du coup, on peut peut-être faire une petite promo là pour le webinaire biodéchets qui aura lieu, qui sera organisé par le RAR. Il y a une dernière question. Ah, il y a une dernière question. Est-ce qu'on aurait un poids par habitant, une production individuelle de biodéchets en moyenne? Ça va dépendre. Peut-être Ça dépend là-dessus, si on parle de des production et ensuite qu'est-ce qui peut être collecté. Mais oui, en moyenne, il faut se baser sur le Modécom national qui donne une part de production de biodéchets moyenne. Ouais. Bah, en gros, encore une fois, en fait, il faut distinguer le gisement théorique du gisement mobilisable et collectable. Le gisement théorique, en fait, ça va être, on va regarder la quantité de poubelles noires que la collectivité va produire et on va appliquer un ratio de 39%. Ça va nous donner en fait le gisement de biodéchets théoriques dans les OMR. Après, il y a ce qu'on peut du coup gérer in situ, il y a ce qu'on peut collecter séparément. Ça recouvre pas forcément ces 39%, en fait. Et en fonction des retours d'expérience et puis de la bibliographie que l'on a sur le compostage in situ, on est entre 40 et 80 kilos par habitant. Donc et par an, ça c'est des données issues d'études ADEME. Après, sur le volet collecte séparée des biodéchets, ça va beaucoup dépendre en fait de ce que l'on met en place. Est-ce que l'on met en place de la collecte en apport volontaire? Est-ce qu'on met en place de la collecte au porte-à-porte? Est-ce que l'on cible les assimilés et d'autres producteurs? Enfin, ça peut varier un petit peu quand même. Globalement, on est sur des ratios en collecte séparés qui peuvent aller. Enfin, la moyenne qui est retenue en général, on est aux alentours de 40 kilos par habitant desservi par an, mais c'est pareil, ça peut osciller entre 20 à certaines collectivités qui sont à plus de 60 kilos par habitant par an. Ça dépend aussi des moyens derrière qu'on met pour aller faire de la communication aussi et évidemment du dispositif de collecte. Puis on a des collectivités qui trichent un petit peu parce qu'avant collecter les déchets verts avec. Non, mais là, c'est hors déchets verts là. Ça fait les Ouais. Pour ça, il faut savoir de quoi elle parle. Ouais.
Dans la diapo 17, quand vous parlez de limite de stockage de 48 heures à 70 heures au week-end, il s'agit de la pulpe ou du biodéchet réceptionné sur site. C'est bien cool. Je me demande si c'est pas le cas. Ça, c'est le biodéchet. C'est entre entrée-sortie, ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est entre la réception et la sortie du biodéchet. Ça, c'est des durées de stockage temporaires qui s'appliquent à un bouquet de transfert. En fait, il ne faut pas garder plus d'un certain temps. Mais la matière, sinon, elle évolue et ça provoque, ça peut provoquer des nuisances. Une question. Il y a une main levée. Oui. Oui, c'est Étienne Coll, la Calne Lisieux-Normandie. Nous, on a une étude donc, qui est portée par le CIVEDAC, le syndicat de l'agglo canaise, pour digérer un petit peu, là c'est vrai que c'était dense, le PowerPoint. Est-ce que vous avez prévu nous en rendre destinataire du PowerPoint, qu'on puisse macérer un petit peu à tête reposée ce que vous nous avez distillé ce matin? Oui, tout à fait. Ça, c'est. On diffuse. Alors après, du coup, quand même, un petit rappel par rapport à ces webinaires, hein, comme je rappelais en introduction. En fait, nous, on organise ça dans le cadre de notre activité et c'est des webinaires qui sont à destination de nos adhérents. Donc là, on l'a ouvert un peu plus globalement aux collectivités parce qu'on l'organise aussi dans le cadre de l'Observatoire. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à adhérer à Biomasse Normandie parce que c'est voilà, on a besoin de vous aussi pour mener ces sujets et pouvoir après diffuser l'information. Donc, mais oui, on vous fera parvenir ces éléments. Pas de souci. Et je crois que c'est même diffusé après. Non, pas sûr ça. Je sais qu'on a prévu justement, il y a une étude qui est en cours et on a prévu justement répondre aux AMI pour pouvoir avoir des subventionnements aussi bien au niveau des études qu'au niveau des investissements. D'accord. C'est clair que sur les appels à projets, il faut région ADEME. C'est aussi pour ça qu'on vous le rappelle. Je pense que tout le monde est au courant que la région ADEME a lancé des appels à projets, vu la communication qui est faite cette année. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en 2022, il y aura encore des enveloppes conséquentes sur ce volet-là. En 2023, personnellement, il n'y aura plus grand-chose. Donc, si vous souhaitez effectivement lancer des études et derrière lancer de la mise en œuvre, c'est maintenant en fait qu'il va falloir se positionner. On est en train, il y a une étude en cours justement. Ouais, ok. Il y a une question de Madame Cornu sur les retours d'expérience de collectivités qui ont déjà mis en place de la collecte. Donc, sur des retours d'expérience de collecte, alors je ne sais pas quel type de retour vous souhaitez, si c'est en termes de performance de collecte ou de difficulté d'organisation du service, de communication, je ne sais pas trop du coup. Plutôt ça, l'organisation des services, ouais. Alors après, nous, on a un retour d'expérience qu'on avait fait un suivi, une expérimentation pour. Alors c'était sur le SICTOM de Paris. On avait suivi sur quelques années des territoires qui étaient en expérimentation. Sur l'organisation du service, par exemple, sur des assimilés, on avait constaté que sur des fréquences 2 fois par semaine auprès d'établissements scolaires, par exemple, c'était en fait, on avait un taux de présentation qui était relativement bas et que finalement, une fréquence de 1 fois par semaine, c'était suffisant. Mais après, voilà, sur cette fréquence, pour le coup, était plutôt adaptée sur des assimilés qui produisaient, sur une fréquence de 2 fois par semaine pour des assimilés qui produisent beaucoup de biodéchets, c'était très bien adapté. Après, et il y avait des collectes mises en place, il y avait des contenants fournis. Du coup, oui, les contenants étaient. Là, c'était. Attends, j'ai peu parce que du coup, il y a mon collègue qui me parle en même temps. Je n'ai pas entendu la question, excusez-moi. Non, je disais, dès qu'il y avait des collectes mises en place, il y avait des contenants fournis également. Oui, en fait, là, c'était. Donc, en termes d'équipement de pré-collecte, c'était à minima bac Bioso.
Après, les sacs, ben ça, en fait, les sacs, alors, c'est soit la collectivité qui fournit. Les retours qu'on a, c'est qu'au moment du réassort et de la redistribution des sacs, et ben, c'est un bon moment pour faire de la communication. Et donc, même si ça a un coût pour la collectivité, parce que mine de rien, le poste achat de sacs, c'est pas négligeable dans le fonctionnement. Après, la collectivité peut aussi faire le choix de laisser à l'usager son propre achat de sacs. Après, le bac, hein, là, en l'occurrence, c'était parce que la collectivité, elle faisait du porte-à-porte, mais après, si on est sur des modalités de collecte en apport volontaire, hein, comme on l'a présenté sur les modes de gestion, là, du coup, on a une dotation qui est limitée parce qu'on a un point, en gros, c'est des points de regroupement qui desservent plusieurs foyers, donc on a moins d'équipements à fournir. Et après, en retour d'expérience, qu'on sait aussi, en tout cas, ce qu'il faut être attentif à la communication. Il faut bien communiquer sur les consignes de tri. Il faut bien communiquer pour faciliter le geste de tri. Et puis, si il y a une réflexion autour de l'apport volontaire, il faut aussi bien impliquer les communes qui vont être dotées en points d'apport volontaire parce qu'il faut que ces points ils soient localisés judicieusement. Et la concertation avec les communes, elle permet aussi de faciliter finalement l'acceptation de ce nouveau gisement. Et c'est aussi un relais pour les habitants. Et donc ça, le déploiement, c'est bien de le programmer dans le temps pour que voilà, qu'il y ait un déploiement pour chaque commune qui soit progressif en fait. Et puis ce qu'on retient aussi, c'est que c'est bien d'avoir une phase d'expérimentation quand même sur les territoires qui se lancent pour affiner justement le mode de gestion, les fréquences, et notamment là sur quand on part sur de la collecte, soit porte-à-porte, soit en apport volontaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il y a d'autres relais, enfin, il y a d'autres collectivités. Individuel, Oui, bah après, c'est bien aussi d'aller effectivement échanger avec d'autres collectivités qui ont déjà mis en place ces types de collecte. Donc, Spictum Pays de Vilaine, mais je crois que la région va organiser des déplacements en Spictum Pays de Vilaine. Vous avez aussi dans l'Est Spictum Alsace Centrale qui a un bon exemple. Enfin, ouais, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs collectivités qui peuvent être des relais. des bons relais. Voilà. Je sais pas si ça répond. Du coup, si il n'y a pas d'autres éléments, on voulait vous donner comme information qu'il y a donc le RAR, qui est le réseau des agences régionales de l'environnement, auquel le Biomasse Normandie adhère en tant qu'observatoire déchets. Il y a un webinaire qui va être organisé donc le 18 novembre matin autour justement de la gestion, des biodéchets et avec un volet retour d'expérience, notamment autour des collectes en porte-à-porte et aussi des gestions de proximité. Donc ça, voilà, on mettra l'info sur notre site. Ça va, le prenez date est en cours de rédaction. Et dans le prenez date, je pense que la DEJ du RAR va prévoir un lien pour les inscriptions parce qu'on a déjà en fait 77 inscrits. Lorsque l'on a fait la promotion des 2 premiers webinaires rares donc, qui concernaient à la fois le volet ressources et le volet BTP, donc ça c'était en avril et en juin cette année, on avait ouvert aux inscriptions aussi pour le volet biodéchets et on a déjà pas loin de 80 participants. Donc dans le mail qu'on vous transférera, vous aurez certainement de nouveaux accès aux inscriptions. Eh bien, si on a fait le tour des questions, on passe
On va se quitter. Nous, on vous fera parvenir là ce qu'on a déroulé ce matin. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous viennent après ou si vous souhaitez qu'on prenne un temps d'échange voilà, sur ce qu'on s'est dit. Et puis, n'hésitez pas à adhérer à Biomasse Normandie. J'arrête avec ça. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Et puis, le prochain webinaire, ça portera sur le programme Actimo, donc un tout autre sujet, mais sur la mobilisation des professionnels, notamment agences bancaires, agences de l'immobilier, pour faire la promotion et comme relais auprès des ménages dans le cadre des travaux de rénovation énergétique et des espaces qu'on sait y faire pour renforcer et massifier la rénovation énergétique des maisons